T'imagines si la mort était optionnelle? Première hypothèse, rien ne peut nous tuer si ce n'est le choix conscient de vouloir mourir. Après avoir choisi de vouloir mourir, on a 1 mois de délai au cas où l'on change d'avis. Deuxième hypothèse, on ne peut pas choisir de mourir avant d'avoir 18 ans, l'âge auquel on considère une personne comme suffisamment mature. Première idée, tu choisis ou pas ta date de mort comme un rendez-vous médical. Certaines personnes pourraient dire « je vais mourir dans 87 ans à 15h04 tranquillement ». Évidemment, ce que l'on se dit instinctivement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui choisiront de ne pas mourir. Et si de nombreuses personnes choisissent d'être éternelles, alors il y aura un problème de surpopulation encore plus pressant. Non seulement car les personnes qui sont censées mourir ne meurent pas, et donc il y a déjà de leur simple présence une surpopulation, mais en plus, si ces personnes qui devaient mourir ne meurent pas et ont encore des enfants à 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans, 130 ans, 200 ans, 300 ans, etc., eh bien cela démultiplie encore plus le potentiel démographique. Alors, face à ce problème de surpopulation, il y aura 2 problèmes. Le premier problème, c'est de savoir où placer tous ces gens. À l'heure actuelle, sur Terre, il y a énormément de place, mais cet espace n'est pas infini. Si dans ce scénario, la mort est optionnelle, donc il y a des gens qui décident d'arrêter de mourir et en plus ces gens-là continuent d'avoir des enfants, si on arrive à 100 milliards, 100 trilliards, 10 000 trilliards, soyons fous, d'êtres humains sur Terre, eh bien je pense qu'à un moment, la planète arrivera simplement à saturation, ne serait-ce que pour l'espace. Ensuite, il y a surtout la question de la nourriture, où là aussi, il y a un problème qui va se poser. Même si avec des avancées technologiques, on arrive à augmenter les rendements agricoles, je ne sais pas, de 50%, 100%, 300%, 600%, si demain la population est de 10 000 trilliards d'êtres humains, évidemment que les rendements agricoles, au bout d'un certain moment, ne suffiront pas pour répondre à la population sans cesse croissante. Alors forcément, dans un monde où la mort est optionnelle, il faut trouver un juste équilibre au niveau de la croissance démographique. Deuxième idée, certains refuseraient de mourir et finiraient seuls. Ça, c'est dans le cas où certains individus choisiraient de ne pas mourir, tandis que leurs proches, eux, choisiraient la mort. Trop fiers pour lâcher, trop lâches pour rester. Peu importe les raisons qui poussent l'un à choisir la mort, l'autre à choisir de refuser la mort, le résultat reste le même, il y en aurait certains qui ne mourraient pas et finiraient seuls. On peut donc s'attendre à ce que ces personnes-là soient en détresse psychologique du fait qu'ils n'auraient personne avec qui partager leur vie, et même pire, qu'ils auraient des souvenirs de personnes avec qui ils ont partagé leur vie, des bons moments passés en famille, avec des amis, avec leur amour, etc. Sauf que ces moments-là sont passés. Tout ce qui leur en reste, ce sont des souvenirs et la nostalgie douloureuse qui y est associée. Et ces mêmes personnes-là pourraient choisir de ne pas fonder une nouvelle famille, de ne pas rencontrer de nouveaux amis, un nouvel amour, simplement par peur que ces personnes qu'ils rencontreraient choisiraient elles aussi de mourir, alors ils s'attendraient à connaître une nouvelle souffrance, puisque cela leur ferait de nouveaux souvenirs douloureux à se remémorer. Troisième idée, toute mort devient S, id, tu comprendras, et le S, id, devient un choix purement personnel. Un simple choix à prendre qui ne regarde que nous, aucune démarche administrative à entreprendre pour être soulagé. Et le monde s'arrête pour toi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un débat sur le fait qu'une personne veuille s'éteindre. Dans cette réalité, il n'y aurait pas de débat à avoir étant donné que c'est la personne, en son âme et conscience, qui décide de s'éteindre ou non. Et si elle décide effectivement d'accueillir la mort, eh bien cela devient un acte de S-id. Quatrième idée, il y aurait une tendance où ce sont les riches qui vivent éternellement. En effet, la vie des personnes riches me semble beaucoup plus facile que la vie des personnes pauvres, en général. Alors on peut en déduire qu'il y aurait une tendance où la majorité des riches vivent éternellement, car leur vie est facile, et où la majorité des pauvres choisissent de mourir, car leur vie est difficile. Si la vie est une torture au quotidien,
sans perspective d'amélioration, vraiment que tu vis dans un trou à caca, que les perspectives d'amélioration sont moindres, que tu as 0,0001% de chance de t'en sortir, en réalité, en quoi est-il bien de souffrir éternellement? La souffrance éternelle, n'est-ce donc pas la définition de l'enfer? Si la terre est un enfer pour toi à vivre, pourquoi tu choisirais de continuer à vivre dans cet enfer? Autant choisir que ça se termine et comme ça tu peux dire au revoir à cet enfer. Cinquième idée, les crimes changent de visage. Tu peux torturer mais pas tuer. Alors les peines judiciaires changent car la possibilité du meurtre est désormais nulle, impossible. Le crime ultime deviendrait la torture. Tuer devient une option désactivée, mais le mal continue. Évidemment, tous les autres délits, tous les autres crimes continueraient d'exister, mais le palier ultime, qui aujourd'hui est le meurtre, ne serait plus possible, ce serait remplacé par la torture. Sixième idée, le vieillissement s'étale sur des millénaires. Tu vieillis normalement jusqu'à 18 ans, car si ta vie est un enfer jusqu'à tes 18 ans, au moins ça ne dure que, entre guillemets, 18 ans et pas 18 000 ans. Tu peux choisir d'y mettre fin lorsque tu as 18 ans, mais tu n'as pas à attendre 18 000 ans avant d'y mettre fin. Et après 18 ans, c'est, imaginons tous les 10 000 ans, que tu prends un an dans ton corps. Comme ça, tu peux expérimenter les différents changements au niveau de ton organisme qui sont dus à l'avancée de l'âge. Également, si tu trouves que tu vieillis trop vite, alors tu peux ralentir ton vieillissement. Mais déjà, avec un an pris tous les 10 000 ans, ça veut dire qu'en théorie, de tes 0 à 18 ans, il s'est passé 18 ans, mais ensuite, de tes 18 à 100 ans, il s'est passé 92 000 ans. Donc typiquement, tu pourrais vivre jusqu'à 100 ans, mais plutôt que cela prenne en réalité 100 années solaires, cela aura pris 92 018 années solaires. Et en plus, tu pourrais ralentir encore ce rythme de vieillissement ou même l'arrêter totalement. Septième idée, de nombreux pans de la société changeraient. Par exemple, il n'y aurait plus d'armes, car quelle utilité a une arme si l'on ne peut tuer notre ennemi avec, à l'exception des armes incapacitantes? Autre exemple, les enterrements deviennent des fêtes rares et sacrées où chaque mort devient un choix sacré, une cérémonie respectée comme un départ volontaire vers l'inconnu. Aussi, il y aurait moins de médecins car les médecins sont utiles pour éviter la mort. Si la mort devient optionnelle, alors les médecins sont tout autant optionnels. Dans ce même ordre d'idées, il y aurait moins de médicaments, car les médicaments sont supposés nous aider à éviter la mort, et si la mort, de nouveau, est optionnelle, les médicaments sont eux aussi optionnels. Autre chose, les cimetières seraient bien moins nombreux et ou bien plus petits, car il y aurait bien moins de corps à y entreposer. Et enfin, les assurances-vie n'auraient pas lieu d'être, car la mort serait certes optionnelle, mais surtout choisie. Et évidemment, il y aurait bien d'autres pans de la société qui changeraient. Huitième idée, certains disparaissent sans prévenir parce qu'ils ont choisi de partir en secret. Imagine, tu reçois un message qui dit « Merci, je pars demain. » Point. Pas de drame, juste la fin. Cela risque de causer des traumas chez les proches des personnes décidant de partir en secret, avec des questions sans réponse. Pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt? Est-ce de ma faute? Qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie? Etc. On pourrait imaginer que la société mettrait en place des cellules psychologiques visant à accompagner les personnes dont l'un des proches les a quittés volontairement, sans leur en parler, sans avoir une discussion sur les raisons qui les a amenés à vouloir choisir la fin. Neuvième idée, les religions se divisent. Est-ce blasphème de refuser la mort? Certains disent que mourir, c'est respecter Dieu. D'autres disent que rester, c'est l'honorer. Dans cette situation, il y a deux cas de figure. Le premier, si l'on pense avoir fait le bien dans sa vie, alors on pense mériter le paradis. Mais pour accéder au paradis, il faut mourir. Et pour cela, il faut choisir de mourir. Donc, commettre un id. Et en faisant cela, on n'accède pas au paradis. Deuxième cas de figure, si l'on pense avoir fait le mal dans sa vie,
Alors on pense mériter l'enfer. Alors peu de gens pensant avoir fait le mal choisiront de mourir car ils savent qu'ils iraient en enfer. Alors on peut s'attendre à ce que les mauvaises personnes vivent éternellement sur Terre, ce qui serait évidemment néfaste pour les autres humains qui choisissent de vivre leur vie tranquillement sur Terre. Alors, d'un point de vue juridique, la seule solution serait une condamnation à vie éternelle. Dixième idée, l'amour éternel devient une prison. Cette phrase, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pendant le mariage, sera probablement supprimée. Déjà que la plupart des couples actuels trompent avant que la mort ne les sépare, mais si la mort devient optionnelle, alors ce sera beaucoup plus difficile pour la plupart des couples de retenir leur pulsion éternellement. Imagine, tu as juré jusqu'à la mort, mais la mort ne vient pas. Tu veux partir, elle veut rester ou l'inverse. Dans ce scénario, la fidélité éternelle serait extrêmement improbable. On peut même s'attendre à ce qu'il y ait une chute drastique des mariages, car en fait, les gens sauraient d'avance que soit eux, soit leurs partenaires seraient incapables d'être fidèles éternellement. Donc dans ce scénario, soit les mariages chutent drastiquement, soit la phrase jusqu'à ce que la mort nous sépare est simplement supprimée durant le mariage. Elle ne ferait plus partie des phrases solennelles prononcées durant le mariage. Onzième idée, certains parents refusent de mourir et dominent leurs enfants pendant 200 ans. Inverser l'ordre naturel, le père de 290 ans, toujours là pour conseiller. Tu crois que tu as des parents envahissants? Imagine qu'ils vivent encore dans 140 ans. Tu as 68 ans, tu as monté une boîte, tu as eu 2 divorces, tu as des enfants, peut-être même des petits-enfants, mais dans la pièce d'à côté, il y a encore ta mère, 109 ans, toujours en forme, toujours lucide et toujours à te dire quoi faire. Ton père, il a 132 ans. Il t'appelle mon fils, avec cette condescendance de l'ancien, comme si toi, à 70 balais, t'étais encore un ado, parce qu'il refuse de mourir. Pas pour vivre, mais pour garder le contrôle. Dans un monde où la mort est optionnelle, le pouvoir ne se transmet plus naturellement. Tu n'hérites de rien. On ne te passe jamais le flambeau, parce que personne ne quitte la scène. Les vieux s'accrochent, les anciens occupent l'espace. Il reste PDG, président, patriarche, matriarche, juge silencieux de toutes tes décisions. Tu veux prendre ta vie en main? T'es libre mais surveillé. Tu veux innover? Ils te disent on a déjà essayé en 2047. Et là, tu comprends. Tant qu'ils ne partent pas, tu ne pourras jamais vraiment devenir toi. Mais comment tu leur dis? Comment tu regardes ta mère dans les yeux et tu lui dis maman, j'aimerais que tu partes. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que sa présence permanente devient un frein, un poison doux, un mur invisible. Et eux, ils répondent quoi? Tu me veux morte, c'est ça? Tu vois ce piège? La mort optionnelle, c'est pas juste refuser la faim, c'est aussi refuser de libérer l'autre. Et si, au final, c'était ça, grandir, accepter que ceux qui t'ont fait doivent aussi te laisser naître une seconde fois en te quittant. Mais eux, ils préfèrent rester. Et toi, tu continues de vieillir sans jamais devenir adulte. 12e idée, les guerres deviennent absurdes. Tu tires, ils tombent, mais ils ne meurent pas. La guerre devient une lutte sans fin possible. Le seul moyen de gagner une guerre serait de neutraliser les ennemis, soit en les capturant, soit en les endormant, soit en les torturant jusqu'à ce qu'ils choisissent de mourir. Et avec l'absurdité de la guerre, il y a également l'absurdité de la vente des armes, comme j'en parlais dans une idée précédente, c'est-à-dire que les armes létales seraient, elles, absurdes. En revanche, il y aurait toujours une utilité aux armes incapacitantes, puisque cela permettrait de contrôler les personnes que l'on considère comme ennemies. 13e idée, les artistes deviennent immortels, mais ne créent plus rien, parce qu'il n'y a plus d'urgence, plus de peur, plus de faim.
Au début, tu te dis que c'est la meilleure nouvelle de l'histoire. Plus jamais de Van Gogh qui meurt pauvre. Plus jamais de Tupac arraché trop tôt. Plus jamais de génie fauché à 27 ans. Les artistes vivent longtemps, très longtemps. Ils ne meurent pas, ils ont le temps de tout faire, tout dire, tout peaufiner. Et c'est là que ça commence à se vider. Parce que l'urgence disparaît. La pression du je dois sortir quelque chose avant de crever, elle n'existe plus. Tu ne peins pas aujourd'hui parce que tu peux peindre demain. Et demain, tu reportes à après-demain. Et après-demain, tu doutes. Tu fais une œuvre et tu te dis, est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que je veux que ça me définisse pour les 400 prochaines années? Alors tu la jettes, tu recommences, tu effaces, tu peaufines, tu remets à plus tard. Et tu ne sors rien. T'as des artistes qui vivent 180 ans avec 4 œuvres à leur nom. Pas parce qu'ils sont lents, mais parce qu'ils ont le luxe de ne plus risquer d'être oubliés. Et tu sais ce qu'on découvre? Que la création, elle n'est pas liée au talent, elle est liée à la faim, au manque de temps, à l'angoisse de ne pas laisser de traces. Tu crées pas parce que tu es inspiré, tu crées parce que tu as peur de ne rien laisser derrière toi. Mais si tu sais que tu vas rester, que tu peux toujours tout refaire, tu choisis la perfection et tu oublies l'instinct. Alors oui, on a des artistes immortels, mais plus de chansons, plus de romans, plus de cris, plus de coups de folie. Juste des artistes qui attendent d'être sûrs d'eux, sûrs de l'époque, sûrs de leur légende. Mais à trop attendre, ils deviennent silencieux. Et nous, on attend aussi. Mais eux ne meurent plus. Et nous, on n'a rien à enterrer, rien à pleurer, rien à vénérer. Juste des génies muets. 14e idée, le S, id de société, devient une cérémonie publique. Un événement collectif où des centaines de personnes choisissent de partir ensemble, par philosophie, par ras-le-bol. On peut imaginer des groupes Facebook dans lesquels les gens se mettraient d'accord sur la date de leur mort, avant de se réunir le jour J pour affronter l'inconnu ensemble. 15e idée, tu vis assez longtemps pour regretter de ne pas être mort. Pas à 40 ans, mais à 370 ans, fatigué d'avoir tout vu, tout ressenti. Tu pensais que c'était une bénédiction, pouvoir dire non à la mort, gagner du temps, échapper à l'injustice, éviter la faim. T'as coché rester vivant, comme on valide un abonnement, et t'as continué ta vie. T'as vécu 2, 3, 4 existences. T'as aimé plusieurs fois, t'as bâti, tu t'es relevé, t'as gagné, perdu, recommencé. Et puis un jour, t'as 314 ans. Tu marches dans une ville qui ne ressemble plus à rien, ni à ton enfance, ni à tes souvenirs, ni même à un monde compréhensible. Les gens ne parlent plus comme toi, ne pensent plus comme toi. Ils ne savent même pas ce que t'as vécu. Et pire, ils s'en foutent. T'as plus de famille, plus d'amis, plus de visages connus, plus personne pour te dire ton prénom avec l'accent du passé. Tu manges, tu dors, tu respires, mais t'es pas vivant, t'es présent. Et tu commences à envier ceux qui sont partis. Pas parce qu'ils ont fui, mais parce qu'ils ont eu une vraie fin. Toi, t'es bloqué dans une boucle. Tu fais semblant d'avoir encore des choses à vivre, mais tout t'ennuie. Tout te paraît petit, répétitif. Les amours se ressemblent, les discussions tournent en rond, même les douleurs n'ont plus d'originalité. Tu lis les livres que tu as déjà lus. Tu écoutes des musiques remixées de musiques remixées de musiques que tu as connues enfant. Et tu te dis, peut-être que j'aurais dû partir quand tout avait encore du goût, quand les larmes avaient un sens, quand l'instant était rare, quand la vie avait une fin, donc une valeur. T'as peur d'être devenu un fantôme, pas un mort, non, pire, un vivant sans nécessité d'être. Tu regardes une bougie s'éteindre et tu te dis, elle a eu plus de courage que moi.
Et maintenant, tu ne sais plus comment dire je regrette, parce que tout le monde t'envie. Tout le monde croit que tu vis une vie incroyable, longue, libre, éternelle. Mais toi, tu sais, t'as juste oublié quand tu t'es perdu et tu n'arrives plus à revenir en arrière. 16e idée, tu choisis enfin de mourir et personne ne comprend pourquoi. Parce que tu sembles heureux, tu as tout et pourtant tu veux partir. Tu l'as décidé. Dans un mois, à 16h42, tu meurs. Volontairement, calmement, sans drame. Tu n'es pas malade, tu n'es pas ruiné, tu n'es pas vieux non plus, tu as 137 ans, tu vis bien, tu as des amis, des souvenirs, tu n'as pas de raison officielle, juste une fatigue étrange. Mais quand tu l'annonces, personne ne comprend. On te regarde comme un fou. On te dit, mais t'as tout pour toi, t'es libre, t'es en bonne santé, t'as vu tout ce que t'as construit? Et toi, tu dis rien, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens. Ils pensent que tu déprimes, que tu fais une crise existentielle, que tu veux attirer l'attention, ou que tu as peut-être lu un livre de trop. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu ne veux pas finir diminué, tu ne veux pas devenir un poids, tu ne veux pas être là pour rien. Tu sens que tu as déjà tout vécu, pas parce que tu as tout fait, mais parce que ce que tu vis ne te traverse plus. T'as tout ressenti, les premiers baisers, les dernières trahisons, les montées, les chutes, les silences, les cris, les retours, les départs. Et maintenant, plus rien ne t'atteint vraiment. Tout glisse, même les joies te laissent vide. Tu souris encore, mais c'est un muscle, pas une émotion. Tu n'as pas peur de mourir, tu as peur de continuer à vivre sans intensité. Et ça, personne ne veut l'entendre. Parce que les autres, ils veulent croire qu'il y a toujours un après, une solution, un sursaut, une renaissance. Mais toi, tu sais que ton feu est encore allumé, juste assez pour choisir la fin. Pas dans la douleur, pas dans l'urgence, dans la dignité. Et le jour arrive, 16h42, tu te couches, tu respires une dernière fois, tu ne regrettes rien. Mais autour de toi, le silence est violent. Tes proches pleurent sans comprendre. Ils disent pourquoi? Et toi, t'avais envie de leur répondre parce que j'étais prêt, même si vous, vous ne l'étiez pas. 17e idée, et toi, si tu pouvais refuser la mort, tu le ferais? Vivre éternellement sans garantie d'être heureux. Refuser la mort, c'est aussi refuser la paix. Mais l'accepter, c'est accepter de disparaître. Alors, dis-le moi en commentaire.